Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de ce mercredi 27 février, la mort de Stéphane Hessel, l'auteur d'Indignez-vous. Le petit manifeste publié en 2010 à Montpellier a fait le tour du monde depuis. Jean-Pierre Moore brigue la mairie de Montpellier. Le président de l'agglomération est le 3e candidat à l'investiture socialiste pour les élections municipales de 2014. Puis le maire de Pérols persiste et signe. Il a bien engagé un détective privé pour surveiller un agent municipal en arrêt maladie. Pour l'opposition, il s'agit de harcèlement. À Nîmes, quartier Val-de-Gour, d'anciens policiers prennent en charge les ados de cette zone dite sensible. Le temps des vacances scolaires, l'occasion de créer du lien entre jeunes et forces de l'ordre. On a appris ce matin la mort de Stéphane Hessel, l'auteur d'Indignez-vous, est décédé cette nuit à l'âge de 95 ans. Ancien résistant et déporté, ce haut fonctionnaire était resté très engagé dans la lutte pour le respect des droits de l'homme, notamment aux côtés des sans-papiers. Son manifeste s'est vendu à 4 millions d'exemplaires dans le monde. Il a été publié en 2010 par une maison d'édition montpelliéraine. Ce sont les fondateurs d'Indigène Édition qui ont repéré Stéphane Hessel dans un documentaire sur la résistance. Écoutez. C'est un film, un documentaire qu'on a vu un jour au Diagonal où des résistants prenaient la parole. Et parmi ceux-là, Stéphane, qui prend la parole et qui évoque l'indignation. Il a dit le motif de la résistance, ce qui m'a fait devenir un résistant, c'est l'indignation. Hein, l'indignation de voir la France occupée par les nazis, etc. Et on s'est tout de suite dit, il y a quelque chose d'important dans ce message. La première personne qui lui rend visite, c'est Sylvie, elle sonne à sa porte, et là, elle lui dit, voilà, on vous a écouté, on aimerait faire un petit livre, puisqu'on aimait bien l'idée de petits livres à 3 €. Et il a dit, ben pourquoi pas, commençons. Mais il n'a pas bien compris ce qui se passait au début. Hein. Il a dit, ah bon, ça va devenir un petit livre. Bon, ben d'accord. Et puis c'est qu'un jour, il a vu le petit livre. Il a dit, ah bon, ça allait être un livre. Et c'était Indignez-vous. Ça y est, c'est officiel. Jean-Pierre Moore est candidat à la candidature socialiste à l'élection municipale à Montpellier. Ce n'est pas une surprise. Le président de l'agglo et actuel édile de Cournon-Sec brigue donc la mairie de Montpellier. Il a officialisé aujourd'hui sa candidature devant environ 250 personnalités du monde politique, sportif et culturel dans un café emblématique de la place de la Comédie. Olivier Roiran était sur place. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous dire tout simplement que j'ai décidé d'être candidat à la candidature socialiste pour les élections municipales 2014 à Montpellier. Cette fois, c'est fait. Il y a un 3e candidat officiel pour l'investiture socialiste aux prochaines élections municipales à Montpellier. Après le maire sortant, Hélène Mandroux, et l'un de ses adjoints, Philippe Sorel, le président de l'agglomération, Jean-Pierre Moore, s'est lancé dans la bataille ce matin face à 250 personnes dans un grand café montpelliérain, place de la Comédie. C'est une bataille politique telle que le permet la démocratie et c'est heureux. Je serai effectivement au rendez-vous du vote dans un premier temps des militants socialistes de la ville de Montpellier à la rentrée, aux environs du mois d'octobre. J'irai au suffrage comme tous ceux qui se présenteront. Il y en aura plusieurs, il n'y en aura qu'un, c'est pas encore défini. Moi, j'appelle au rassemblement, j'ai sollicité les uns et les autres. J'y vais face aux militants qui sont là. Des militants, mais surtout beaucoup de politiques, des personnalités de la société civile, des figures du monde sportif ou de l'économie locale, sans oublier le soutien de la famille fraîche. Jean-Pierre Moore ne part pas seul au combat, mais il devra aussi convaincre les instances nationales de son parti. En attendant, le général dévoile son armée avec même des anciens proches du maire sortant. Il finit par adresser un message à ses 2 adversaires socialistes déclarés pour la course à la mairie. Je ne viens pas vous proposer des antidépresseurs. D'ailleurs, je ne suis ni anesthésiste, ni dentiste. Je ne me positionne pas sur un plan affectif, je me positionne sur un plan de l'efficacité pour cette ville. Et Hélène Mandroux, après 10 ans de mandat, me semble aujourd'hui essoufflée. En tout cas, pas avec cette capacité de pouvoir rassembler l'ensemble des Montpelliérains. Le candidat socialiste pour les élections municipales de 2014 à Montpellier sera connu à l'automne. En plus des 3 officiels, d'autres prétendants pourraient d'ici là sortir du bois. Les militants locaux devraient donner leur avis, mais au final, c'est dans le ciel du 10 de la rue de Solferino, le siège parisien du PS, que s'élèvera la fumée blanche.
Et parmi les soutiens déclarés aujourd'hui au candidat Moore, Jacques Martin, le vice-président de l'agglomération de Montpellier, chargé des sports, était un temps dans les starting blocks pour la mairie de Montpellier. Mais il renonce à se présenter pour se rallier au président de l'agglo. Écoutez. À partir du moment où Jean-Pierre Moore est candidat et que je suis un de ses vice-présidents, ma candidature ne se pose plus. Je suis derrière lui et je pense de tout cœur qu'il est l'homme qui correspond à une exigence actuelle, une exigence politique et une exigence morale. Le maire de Pérols est droit dans ses bottes. Il admet avoir eu recours à un détective privé pour surveiller un agent municipal en longue maladie. Arrêté pendant 2 ans, le fonctionnaire indélicat aurait effectué en parallèle des travaux de jardinage au noir. Un procédé justifié pour l'édile de Pérols. L'opposition dénonce une forme de harcèlement et pose la question du bon usage de l'argent public. Les détails, Mouadel Yakabi. L'affaire fait grand bruit au-delà des frontières héroltaises, mais Christian Valette, le maire de Pérols, persiste et signe. Pour prouver que l'employé en arrêt maladie depuis 2 ans exerçait bien des chantiers au noir, il estime avoir eu raison de demander une enquête sur ce fonctionnaire après avoir épuisé tous les recours, notamment auprès de la sécurité sociale. Et parce que tout ce que nous avions fait avant n'a donné aucun résultat. Donc il fallait passer au stade supérieur et prendre de l'autoroute par écorne et avoir des éléments qui nous permettent d'avoir un dossier que nous déposerions auprès de l'avocat. Même son de cloche du côté du détective privé mandaté par la mairie. Pour lui, l'enquête se fait dans un cadre tout à fait légal. Le procédé serait même répandu chez les collectivités. Même si la mairie de Pérols semble faire un petit peu œuvre pionnière dans le domaine, il faut savoir que ce recours à un détective via une commune, c'est déjà fait, c'est déjà effectué. Il y a une jurisprudence de décembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Versailles qui constate qu'effectivement le rapport du détective est recevable en justice à titre de preuve. Si dans les rues de Pérols, les réactions sont contrastées face à cet événement, l'opposition, elle, monte au créneau. C'est d'ailleurs un élu de la mairie qui a fait éclater l'affaire sur la place publique. Il dénonce des cas de harcèlement chez les fonctionnaires de la mairie. Nous avons écrit à l'ensemble des conseils municipaux pour dire « laissez-moi travailler, nous voulons travailler ». J'ai un autre courrier qui est ici où 2 autres employés municipaux ont été victimes de menaces, d'agressions et de séquestration. Et tout ça, ce sont des employés municipaux différents, avec des plaintes déposées au mois de juin 2012 auprès des services de police. Donc ça relève, ce type d'attitude relève du harcèlement moral. Une plainte sera prochainement déposée par la mairie et Christian Valette insiste, il ira jusqu'au bout, jusqu'à la révocation de l'agent incriminé. Une info pratique à présent pour tous ceux qui circulent en voiture à Montpellier. Depuis ce matin, les quais du Tanneur et du Verdançon sont à double sens. Un changement de circulation qui marque la fin de 6 mois de travaux de réfection. Reste maintenant aux automobilistes à changer leurs habitudes. Écoutez. Le Verdançon était utilisé comme circuit de transit pour de nombreuses voitures. On l'a évalué à 75% le nombre de voitures qui passaient au Verdançon alors qu'elles n'avaient rien à y faire. Donc pourquoi nous avons mis le Verdançon en double sens? D'une part, pour faciliter l'accès aux automobilistes pour le centre-ville, pour les parkings du centre-ville, pour le quartier des Beaux-Arts, pour les arceaux, pour Boutonnet. Donc si vous voulez, les personnes qui doivent se rendre au centre-ville vont circuler beaucoup plus facilement avec la mise en double sens du quai de Verdançon, ce que nous appelons l'anneau de distribution. Alors il est vrai qu'il y a des gens qui ont l'habitude de passer au Verdançon alors qu'ils n'y ont rien à y faire. Donc il faut qu'ils empruntent les itinéraires de contournement qu'on a mis en place déjà au moment où nous avons attaqué les travaux. Il y en a qui l'ont fait, ils ont gardé les habitudes, donc normalement ça devrait très bien se dérouler. Prochaine étape au printemps avec la fermeture totale du jeu de pommes aux voitures. Les pompiers en gare Saint-Roch de Montpellier aujourd'hui et pendant 3 jours, ils initient les voyageurs aux gestes qui sauvent et surtout à l'utilisation du défibrillateur cardiaque. En Languedoc-Roussillon, 15 engins sont installés dans des gares. Ils peuvent permettre à tout témoin d'un accident cardiaque d'intervenir et d'améliorer surtout les chances de survie du malade. Encore faut-il savoir s'en servir. On leur apprend bien évidemment à reconnaître un arrêt cardiaque chez une victime. Par la suite, on leur apprend les premiers gestes de secours et on dédramatise l'utilisation de ces outils qui sont les défibrillateurs et qui permettent, lors d'un arrêt cardio-respiratoire chez une victime, de délivrer un choc électrique qui permet de relancer le cœur.
Une action de sensibilisation qui se poursuit en gare de Montpellier demain et vendredi matin de 9h30 à midi. Développer le dialogue avec la police et occuper les jeunes ados pendant les vacances, c'est le double objectif du centre de loisirs jeunesse de la police nationale. Après plusieurs mois d'interruption, le centre est à nouveau actif, quartier Val-de-Gour à Nîmes, où les jeunes ont nettoyé hier les jardins de la résidence Les Pinèdes. Reportage Charles Arrigoni et Adrien Machado. Bonjour! Qui a dit que les jeunes de quartier ne pouvaient pas s'entendre avec les policiers? Hier, dans le quartier nîmois de Val-de-Gour, les protagonistes nous ont prouvé que la cohabitation était largement possible. Une quinzaine de jeunes, âgés de 10 à 15 ans, ont nettoyé les jardins de la résidence Les Pinèdes sous la surveillance de 2 policiers à la retraite, membres de l'association du centre loisirs jeunesse de la police nationale. Les gens sont volontaires. Et les actions qui sont menées sont des actions de prévention sur le quartier, et à travers des activités comme celle d'aujourd'hui, nous faisons passer un message où il y a des règles de vie en société, le respect de la nature, le respect du camarade. Et donc tous les jours on propose des activités sportives, ludiques, à l'extérieur ou sur site. Cette association, née en 1993, promeut l'insertion des jeunes par des actions de prévention contre la délinquance en collaboration avec la police. Ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes que nous avons eus à l'époque, en 1994, ont maintenant plus de 30 ans, sont pères de famille, voire mères de famille, et nous avons des enfants de ces jeunes qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, avec nous, là, après-midi, à travailler. Fermé pendant 6 mois à cause d'une retraite anticipée de l'ancien directeur, le CLJ a réouvert ses portes pour le début des vacances d'hiver. Et puisque tout travail mérite une récompense, le programme des activités est déjà bien chargé. Demain, on va à Crobranche au karting, on ne sait pas encore. La semaine prochaine, on a la patinoire, laser game. Pendant l'été, on va à Waterland, Aqua City. A noter que ce type d'action pourrait également voir le jour dans d'autres quartiers de la ville, comme ceux du chemin bas d'Avignon ou du Mas de Meung. Des taureaux espagnols issus de lignées emblématiques sauvés par un Français. C'est l'histoire qu'écrit actuellement Jean-Luc Couturier. Cet ancien boulanger et aficionado a décidé de se lancer dans l'élevage de taureaux de combat. Il a acheté 2 fers en voie de disparition, les taureaux du curé de Valverde et ceux de Concha y Sierra, des taureaux qui pèsent aujourd'hui sur les 210 hectares de sa ganaderia implantée à Saint-Martin-de-Crau, au pied des Alpilles. Écoutez. Le projet que j'avais, c'est de sauver, essayer de sauver 2 élevages, pour le moins 2, peut-être 3, on ne sait jamais, qui sont en voie de disparition. Si on continue de la fission avec des taureaux à plomado, on continuera à vider les arènes. Et la démonstration est faite cette année, qu'on voit les grandes vedettes qui viennent à la recherche de grands élevages, des élevages un peu touristes, et qui les affrontent dans plusieurs plazas pendant l'opération en 2013. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 12h30 pour le journal de la mi-journée. Et à 19h30, retrouvez l'édition complète de la rédaction. Passez une très belle soirée sur TV Sud.